Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 30e épisode d'Avenir. Nous avons déjà sorti 29 épisodes et nous accueillons aujourd'hui Thomas Sadoul, donc cofondateur de Coco Mimo, pour ce 30e épisode. Alors, comment tu vas, Thomas ? Ça va très bien, merci. Écoute, sur Avenir, on aimerait en apprendre plus sur nos invités. Donc, si tu le veux bien, on va en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi ? Quel enfant tu étais à l'école ? Dis-nous un peu. Ok, ça marche. Alors, j'ai grandi dans l'est de la France. J'ai grandi à Nancy, où je suis resté pendant mon enfance et ma scolarité jusqu'au bac, en fait. Je suis parti à Paris au moment du bac, enfin juste après le bac pour mes études supérieures. Dans mon enfance, je dirais que j'ai pas forcément énormément d'aspérité. Je pense que j'étais un enfant plutôt sérieux. Je pense que j'ai pas posé trop de problèmes à mes parents par rapport à d'autres histoires parfois que j'entends sur l'enfance de certaines personnes. Je sais pas si c'est eux qui ont eu de la chance, c'est moi qui ai eu de la chance, mais en tout cas c'était plutôt calme, je pense, un profil assez calme, bon élève, beaucoup d'amis, du sport, voilà, quelque chose d'assez équilibré, d'assez sain, dans une famille où j'ai pas eu énormément de difficultés, j'ai eu de la chance là-dessus. Okay. Donc voilà, là-dessus, jusqu'à mes 18 ans, les choses se sont passées de manière assez smooth, je pense. Et quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Bonne question. Je suis passé par pas mal d'idées. Alors j'ai un grand frère, donc je pense que j'avais un peu le syndrome aussi du deuxième dans la famille qui parfois fait pas forcément ses propres choix quand il est petit, mais réfléchit aussi en fonction de ce que son frère veut faire. Donc à un moment donné, mon frère voulait faire vétérinaire, donc je voulais faire vétérinaire. Mon frère voulait faire orthodontiste, donc je voulais faire orthodontiste. Donc ça c'était, je pense, jusqu'à 12-13 ans. Et puis après, assez vite, j'ai eu une espèce d'idée très vague de vouloir aller travailler en entreprise. Okay. Alors ça voulait pas dire grand chose dans ma tête parce que je viens pas du tout d'une famille dans laquelle les gens travaillent en entreprise, enfin en tout cas ma famille proche. Mon père est médecin, ma mère était infirmière, donc vraiment pas du tout un environnement business. D'accord. Donc pour moi, je dirais travailler en entreprise, c'était finalement assez vague. Et pour tout te dire, je me rappelle même quand j'ai passé mes entretiens en école de commerce, je leur ai sorti des inepties du genre ouais, j'ai toujours voulu faire du commerce. Toi qui veut rien dire, tu vois, pas du tout. Alors déjà pas du tout, et puis en plus ça veut rien dire quoi, faire du commerce, c'est quoi, t'as envie d'être épicier en bas de la rue, t'as envie de faire de l'import-export, t'as envie de faire du marketing. Ça englobe plein de métiers. Ça veut rien dire quoi. Donc j'avais vraiment pas une bonne compréhension, je pense, de ce que c'était la vie en entreprise, mais j'avais peut-être cette intuition que c'était vers ça que je voulais aller, vers le monde du business entre guillemets, de manière assez large. Mais sans que ce soit forcément très très clair dans mon esprit quoi. Okay. Et du coup, donc en parlant d'école de commerce, donc j'ai vu que tu avais fait une classe prépa. Ouais, tout à fait. Ouais. Et que tu étais parti ensuite à Sydney, en Australie. Yes, alors pas exactement juste après, parce qu'en fait, donc du coup, j'ai fait une classe prépa, donc j'ai quitté Nancy, je suis parti à Paris, je suis rentré en prépa à Paris, j'ai fait mes 2 ans de classe préparatoire, après je suis rentré à HEC. Okay. Et en fait, Sydney, c'est arrivé en dernière année d'école à HEC. On est obligé de faire, ça fait partie en tout cas du cursus de faire une expérience à l'étranger, que ce soit un stage ou une expérience universitaire. Et de mon côté, du coup, j'ai fait un double diplôme en International Business ou International Management, je sais plus exactement, qui englobait une expérience à l'étranger à Sydney. Donc c'était une destination qui était a priori pas désagréable. Donc je suis parti plus pour la destination que pour le côté International Management du master, oui. qui me parlait peut-être un tout petit peu moins que les plages de Sydney. Pour une dernière année, je me suis dit que c'était pas mal. Et comment ça s'est passé là-bas du coup ? Écoute, très bien. D'un point de vue pro, il s'est pas passé grand-chose, pour être tout à fait honnête avec toi. J'ai surtout bien profité de mes derniers mois d'étudiant et de vie étudiante. J'avais pas beaucoup de cours, ça m'a surpris d'ailleurs, je devais avoir 4-5 heures de cours par semaine. Ah oui. Donc forcément, beaucoup de voyages, découverte du pays, du sport. Je donnais des cours de tennis là-bas, du coup j'en profitais après pour voyager. Donc non, une super expérience perso. Je sais pas si ça m'a énormément appris d'un point de vue professionnel. Je pense pas, honnêtement, je vais pas raconter d'histoire, mais en tout cas d'un point de vue perso, c'était top. Et du coup, donc tu reviens en France après ? Yes. Dans quel état d'esprit est-ce que tu sais où tu veux aller ? Alors pour tout
tout te dire, pas tout à fait. Je pense que ça restait encore assez vague à ce moment-là. J'avais fait 2 stages de césure à HEC où j'étais allé bosser d'un côté chez Procter & Gamble, donc côté grande distribution, assez généraliste finalement, un côté assez bizdev, assez sales, que j'avais trouvé intéressant, mais peut-être pas forcément suffisamment pour me lancer en début de carrière, surtout que les carrières en grande distrib au début sont assez exigeantes, surtout chez Procter où en fait, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ils te demandent de commencer vraiment tout en bas de leur échelle hiérarchique. Okay. Et ça implique en fait d'être responsable de secteur sur une zone où tu as ta voiture, tu fais le tour de tes supermarchés à 5h du matin en province, tu sais pas forcément où tu vas être affecté géographiquement. C'est assez dur en tant que jeune diplômé de te dire allez, je me lance là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie appétence pour le secteur et vraiment te projeter dans une carrière dans la grande distrib pour te dire allez, je vais faire ça parce que c'est quand même un an et demi, donc je vais faire ça pendant un an et demi. Je pense que tu apprends énormément, mais il faut le voir comme un investissement. Et à ce moment-là, je pense que je me projetais pas suffisamment dans ce type de carrière pour justifier l'investissement. Donc ça m'avait plu, mais pas suffisamment. Après, j'avais fait 6 mois chez JC Deco sur leur division développement Afrique. Okay. C'était intéressant également, mais pas de là à me projeter dans une carrière sur ce type de business. Donc j'étais un peu indécis. Donc comme beaucoup de jeunes diplômés indécis, je me suis dit que j'allais aller faire du conseil en strat parce qu'en sortant de grande école de commerce, c'est souvent ce qu'on te dit pour aller te faire les dents un petit peu. Et puis finalement, c'est un dernier voyage juste après l'Australie qui m'a un peu dévié de cette voie-là. Je suis parti en fait en Amérique du Sud avec 2 amis de promo. Et il y a un de ces 2 amis qui a commencé à me parler entrepreneuriat. Okay. Et il a commencé à me parler d'un projet qu'il avait en tête. Donc lui, il est diplômé également en même temps que moi là, à cette époque-là. Donc on était fin 2017. Et il a commencé à me parler d'entrepreneuriat. On parlait de ce qu'on voulait faire à la rentrée, etc. Et on commence à discuter d'un projet qu'il a, qui est en fait un copycat d'une boîte japonaise qui s'appelait Wamazing. Un projet autour de l'accompagnement des touristes dans leur expérience à la fois côté... je reste connecté niveau télécommunications, j'arrive à avoir une carte SIM, de la data, etc. Mais en même temps, je suis accompagné dans mon voyage par une espèce de conciergerie digitale. Okay. C'est une boîte qui marchait pas mal au Japon et il envisageait de répliquer ce truc-là en France. Et on en a parlé et puis finalement, c'est je pense lui qui m'a convaincu de tenter le truc en se disant allez, franchement, t'as rien à perdre, c'est le moment. On était déjà dans un écosystème, je pense 2017, où les choses étaient plutôt favorables aux startups. Il y avait déjà pas mal de levées de fonds, il y avait des incubateurs qui s'étaient structurés, etc. Donc il m'a convaincu qu'il y avait un timing. Et puis finalement, dans mon côté, je sais pas trop ce que je veux faire, mais j'aime bien toucher à tout. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Finalement, c'est peut-être une voie intéressante. Okay. Dans les faits, ça a été un fiasco. Donc, on a bossé à peu près 6 mois là-dessus. C'était top. J'ai beaucoup appris, mais je pense qu'on a fait énormément d'erreurs. Le projet était compliqué. Il y avait plein de choses compliquées. J'avais pas du tout assez de cash, en fait, au plus pour me projeter sur une aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que mes parents m'ont gentiment fait comprendre qu'ils allaient arrêter de subvenir à mes besoins assez vite. Donc, en fait, j'avais à peu près 6 mois devant moi pour réussir à faire une boîte qui me rémunère. Ouais. Ce qui, étant donné l'ambition du projet qu'on avait à l'époque, était juste impossible en fait a posteriori. On aurait peut-être dû s'en rendre compte avant, je sais pas. Bon, c'est toujours facile a posteriori de refaire l'histoire, mais c'était impossible, je pense. Et donc en fait, on a bossé 6 mois, et puis au bout de 6 mois, j'ai dû dire à mon associé, à mon ami, que j'allais devoir arrêter, ce qu'il a compris parce qu'on avait été clair là-dessus depuis le début. Et donc du coup, je suis reparti à mes premières aspirations, qui étaient de rentrer en conseil. Ok. Voilà. Donc tu es en conseil. J'ai vu que tu avais aussi fondé 2 entreprises. Ouais, alors en fait finalement, tu as peut-être vu ça en effet sur mon profil LinkedIn. Il y en a une, c'est la fameuse entreprise qu'on a fondée pendant ces 6 mois-là. Franchement, fonder, c'est un bien grand mot et c'est plus pour occuper ces 6 mois dans mon LinkedIn que je mets quelque chose parce que oui, on a vraiment travaillé là-dessus, mais a posteriori, c'est difficile de dire qu'on a fondé une entreprise dans le sens où on n'a pas eu de clients, on n'a pas fait rentrer de chiffre d'affaires. On avait des jolis prototypes, des jolies présentations, on a pitché beaucoup de monde, on a fait beaucoup de rencontres, on a négocié des premiers contrats, etc. Mais on n'est jamais allé suffisamment loin, je pense, pour se dire ok, c'est une entreprise, quoi, au sens vraiment concret du terme. Okay. Donc il y a eu cette expérience-là, après je suis rentré en conseil, et puis peut-être avec ce côté en fait finalement encore un peu touche à tout, etc. Puis il y a plein de choses qui continuent à m'intéresser. J'avais lancé un side project. À nouveau, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'entreprise, même si pour le coup ça fait un tout petit peu de revenus, mais c'était en fait un chatbot de culture générale. C'était un peu le boom des chatbots à l'époque. On était en 2018-2019, et c'était un chatbot Messenger auquel tu t'inscrivais et qui une fois par jour, le matin, te posait une question de culture générale.
pour démarrer ta journée, avec 3 propositions de réponse et puis une petite explication. C'est génial. Et chaque jour, tu avais un thème. Le lundi, c'était français, le mardi, histoire, le mercredi, géographie, etc. Puis tu avais toute la semaine comme ça. Donc c'était assez sympa, ça a plutôt bien marché honnêtement. Je le faisais complètement en parallèle en fait de mon taf. C'était pas énormément de travail non plus parce que ça se développait beaucoup par bouche à oreille finalement. Donc on est monté à un peu plus de 8000 utilisateurs quotidiens sur le chatbot. Donc ça commençait à faire une petite communauté. Et puis finalement malheureusement on s'est fait avoir par un truc un peu bête. Enfin je dis c'est jeu parce que j'étais tout seul à l'époque sur le projet. Un truc un peu bête, c'est juste une modification des règles d'utilisation des chatbots sur Messenger. En gros ça a été un peu la foire au chatbot à un moment sur Messenger. C'était un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais on se faisait un peu harceler par des chatbots qui passaient notre temps à nous renvoyer des messages et tout. Donc à un moment donné, Messenger a un peu sonné la fin de la récré et a dit bon maintenant les chatbots ils doivent avoir un de ces 3 ou 4, 5 objectifs. S'ils ne rentrent pas dans ces cases-là, malheureusement, vous allez devoir les couper. Et on rentrait dans aucune des cases, en fait. Il fallait que tu sois soit un média, soit etc. On était un peu rien de tout ça. Et puis, alors, franchement, je pense que j'aurais peut-être pu me battre un peu plus, mais c'était vraiment un side project. Ça me prenait du temps. Je ne voyais pas vraiment de finalité non plus d'un point de vue business et entreprise à ce truc-là. Donc, j'ai préféré profiter, entre guillemets, de cette porte de sortie pour dire, bon, désolé, le service doit se couper, parce que je pense que j'avais fait un petit truc sympa, un petit side project marrant, mais ça devait s'arrêter là et je me voyais pas le tirer plus que ça. Donc voilà, et donc tout ça en parallèle de 2 années de conseil en stratégie à Paris. Ok. Et du coup arrive Coconimo ? Ouais, exactement. Du coup, en fait, donc j'ai fait mes 2 années de conseil en stratégie. Je pense qu'assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi ce métier finalement, pour plein de raisons. Je pense que c'est un super métier dans lequel beaucoup de personnes peuvent s'épanouir. Mais je pense que quand tu as un vrai amour pour le concret et pour le fait de, je dirais, voir le fruit de ton travail et te projeter dans le pourquoi tu fais les choses et quel va être l'impact, c'est parfois assez frustrant. Parce que tu te retrouves quand même à faire pas mal de missions. Alors, moi, je travaillais pas mal sur des missions soit de stratégie digitale, où parfois c'était quand même un peu le cliché du je fais un joli rapport et puis finalement je sais très bien que ça va être enterré ou qu'il n'y a pas grand chose qui va être implémenté derrière. Pas toujours, mais c'est quand même souvent une frustration parce que c'est des grosses machines puis il y a des gros enjeux politiques. Soit j'intervenais aussi pas mal sur des missions de due diligence, donc dans le cadre de rachat ou de vente de participation de fonds d'investissement. Il y avait besoin d'une étude stratégique et souvent ils mandatent des cabinets de conseil en strat pour faire ces choses-là. C'est des missions intéressantes parce que sur 5-6 semaines, tu découvres vraiment une entreprise en profondeur parce que tu dois l'analyser et rendre ton analyse. Mais une fois que tu as fait l'exercice 2-3 fois, c'est un peu toujours la même chose parce que c'est les mêmes frameworks. Alors oui, le marché change, le business change. C'est un peu toujours pareil, quoi. Tu rentres dans un marché, tu fais énormément d'appels avec des experts, tu analyses un BP, tu analyses le paysage concurrentiel, tes slides, c'est toujours à peu près le même framework. Oui. Ça devient vite. Exactement. Et puis, c'est pas archi concret, quoi. C'est-à-dire que oui, à la fin, c'est bien, tu mets ta reco, le fonds d'investissement t'écoute ou ne t'écoute pas, l'opération, elle suit son cours. Et en fait, assez vite, moi, je me suis rendu compte en conseil que ce qui m'excitait vraiment, ce qui me donnait envie, c'était pas d'être de mon côté de la table quand je faisais ces due deals, c'était d'être de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, quand on rencontrait les entrepreneurs qui étaient en train de vendre leur boîte ou de renégocier un LBO, etc., et qui, du coup, avaient souvent des histoires entrepreneuriales assez extraordinaires. Et c'est, en fait, je me disais à chaque fois, c'est pas de ce côté-là de la table que je veux être, c'est de l'autre côté. C'est l'autre côté. C'est être cet entrepreneur-là qui, en effet, se fait accompagner par un fonds d'investissement, un cabinet de conseil, une banque d'affaires, parce que il est en train de renégocier un financement sur sa boîte, qui est en train de cartonner. Et ça, je me disais, ça doit être bien, quoi. Ouais. Donc, il y avait quand même cette envie de retourner à cet entrepreneuriat-là, qui finalement, ma première expérience était presque un hasard, mais ça témoignait quand même de quelque chose, je pense. Et ce quelque chose, j'avais quand même bien envie d'y retourner. Donc, c'est comme ça, finalement, que après 2 ans de conseil en strat, j'ai eu la chance que le cabinet dans lequel je travaille m'accorde une rupture conventionnelle parce que je voulais monter ma boîte. Donc je trouve ça génial. Je pense que la rupture conventionnelle, c'est génial quand ça vient dans un projet pro comme ça parce que ça permet de très belles choses. Et je pense que Coconimo, pour le coup, on est l'exemple. Alors oui, après, derrière, il y a peut-être plein d'abus et des gens qui en abusent, etc. Mais quand c'est bien utilisé, je trouve ça vraiment top. Parce que là, c'était vraiment ça, quoi. L'idée, c'était vraiment de monter mon projet. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette rupture conventionnelle. Et puis, du coup, j'avais plus envie de bosser en conseil. Ils l'ont bien compris. Donc, c'était quelque chose qui arrangeait tout le monde. Et là, du coup, j'ai en fait rejoint mon associé, Chine,
L'histoire est un peu assez marrante parce qu'en fait je la connais depuis Nancy, depuis le collège. Ah bon? Ouais, en gros on était au collège ensemble. Ok. Donc vraiment retour aux sources. Oui. Et vous vous retrouvez à Paris? Comment? Et vous vous retrouvez à Paris? Ouais, alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est on était au collège ensemble à Nancy. Elle est partie au Canada, à Montréal, parce que sa famille a déménagé quand elle avait 16 ans, je pense à peu près. Okay. On s'est un peu perdu de vue. On était très amis quand on était petits. On s'est un peu perdu de vue parce qu'elle a passé quand même quasiment 10 ans à Montréal. Okay. Donc on restait vaguement en contact. Puis elle rentrait de temps en temps, on se voyait de temps en temps, mais on s'était pas mal perdu de vue. Et en fait, on s'est retrouvés à Paris. Et puis elle travaillait sur justement des sujets de communication digitale pour l'immobilier. Donc c'est comme ça qu'on commence à rentrer dans ce secteur de l'immobilier et de la com digitale. Et elle travaillait depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans même, pour des courtiers immobiliers canadiens, donc au Québec. Les courtiers immobiliers, c'est un peu comme des agents immobiliers en France, si ce n'est qu'ils travaillent de manière indépendante au Canada. Et elle accompagnait ces professionnels-là dans leur communication digitale. D'accord. Donc, elle gérait en fait leurs réseaux sociaux, leur présence digitale, éventuellement leurs newsletters, leurs articles de blog. Mais depuis le début, elle avait en fait le sentiment qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui pouvaient s'automatiser. D'accord. Et qu'on n'était pas obligé de travailler de manière vraiment artisanale et en mode freelance quand on faisait ces choses-là. À condition de rester sur une verticale qui était la même. On pouvait peut-être faire quelque chose d'assez packagé et d'assez automatisé pour accompagner les clients. Donc très vite, en fait, son frère, qui est développeur, a commencé à lui développer une plateforme en side project de son propre taf à lui. Il est CTO dans sa boîte. Et a commencé à développer une plateforme pour automatiser un certain nombre de choses sur ces sujets. Et donc Chine est rentrée à Paris pour des raisons perso. Elle a quitté Montréal. Et elle continuait à travailler là-dessus. Et elle était en fait à un moment donné où c'était un peu un moment charnière dans son projet à elle. Qui s'appelait déjà Coconimo d'ailleurs à l'époque, je pense. Mais c'était vraiment en fait un moment charnière dans le sens où elle s'est vraiment dit, soit je redonne une dynamique à ce projet-là, je trouve un associé, on fait une vraie boîte, soit j'arrête, parce qu'en fait toute seule c'est difficile de donner l'impulsion que j'ai envie que ce projet ait. Et du coup elle était en fait un peu dans une routine plus justement de freelance, donc ce qu'elle voulait éviter à la base. Et donc il fallait cette impulsion au projet. Et donc le timing, en fait, finalement, est très bien arrivé, dans le sens où elle était à ce moment charnière. Moi, je venais de quitter mon job, et du coup, j'étais aussi à ce moment où je recherchais un projet. Je recherchais un associé, je recherchais un projet. J'étais super ouvert. Dans l'absolu, tout m'intéressait. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec elle là-dessus. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on s'est associés pour vraiment donner une réalité entrepreneuriale et d'entreprise à Coconimo en France et au Canada, d'ailleurs, où on travaille toujours. D'accord, donc vous êtes aussi au Canada. Yes, exactement. Alors on s'est vraiment refocus sur la France, parce qu'on était tous les deux en France, donc c'était quand même plus simple. Mais on a gardé les clients historiques de Chine au Canada, et puis là, depuis 6 mois maintenant, on redéveloppe vraiment le Canada. Donc on a embauché quelqu'un là-bas, on travaille avec des partenaires, et on a une vraie volonté à redévelopper le Canada, parce que je pense qu'il y a plein de trucs super sympas à faire. Donc maintenant, on essaie vraiment de se diversifier, et le Canada est la deuxième géographie sur laquelle on essaie de travailler. Et vous êtes du coup une équipe de combien de personnes aujourd'hui ? Aujourd'hui, en tout, on est à peu près 25 à bosser sur le projet temps plein. Donc ça a bien grandi depuis 3 ans maintenant. Et l'aventure s'est bien développée. Ouais. Donc du coup, vous êtes une agence de communication spécialisée dans l'immobilier. Ouais. Je ne sais pas si Chine t'en a un peu parlé, ou toi tu peux me le dire, mais de quel constat est-ce que vous êtes parti du coup pour vous concentrer sur l'immobilier ? Alors, je pense que le constat, finalement, il est similaire au Canada et en France. Le constat, c'est vraiment que, et je pense que c'est valable dans beaucoup de géographies aujourd'hui, c'est valable sur beaucoup de métiers, mais c'est en partie valable sur l'immobilier. Il y a vraiment une volonté des professionnels de l'immobilier d'être visibles sur ces canaux-là. Professionnel de l'immobilier, son métier, c'est vraiment de convaincre un client, de lui faire confiance dans un projet de vie, que ce soit un projet de transaction immobilière, de gestion locative, peu importe, c'est souvent des projets très importants. On est sur du B2C, donc il faut finalement réussir à créer du lien, à garder du lien avec les clients finaux. Il faut exister, il faut être visible, il faut avoir de la notoriété, il faut créer de l'image de marque, et je pense qu'il y a une concurrence assez importante sur le marché, surtout du fait des dernières années qui ont quand même été assez florissante sur le milieu de l'immobilier, donc il y a beaucoup de gens qui se sont lancés. Donc il y a une vraie concurrence, et donc partant de ce constat-là, les professionnels doivent exister, ils doivent être visibles, notamment sur des canaux digitaux, sur des réseaux sociaux, sur du référencement local, via des newsletters, via toutes ces choses-là qui permettent de garder du lien avec ses clients.
Mais parallèlement, je pense que c'est quelque chose qui reste assez abscon, assez compliqué à appréhender pour beaucoup de professionnels. Absolument. Nous, on a beaucoup de clients qui nous disent « Moi, mon métier, c'est l'immobilier, c'est pas de faire du marketing digital. » Oui. Donc, il y a quand même finalement une frustration de se dire « Ok, je sais que c'est important. » Enfin, pour beaucoup, en tout cas, il y en a encore beaucoup qui se disent « Non, c'est pas quelque chose de primordial. » Mais il y en a beaucoup qui se rendent compte de l'importance de ces sujets. Mm-hmm. Mais il y a une frustration à se dire « J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'expertise de m'y mettre. » Et donc, de ça, nous, on s'est dit « Ok, il y a un vrai besoin d'accompagnement, il y a un vrai besoin de proposer une externalisation à ces clients-là. » Ça, c'est valable au Canada, c'est valable en France, c'est valable à peu près dans tous les pays que je connais d'un point de vue immobilier, mais je pense que c'est valable dans plein d'autres secteurs finalement aussi. Mm-hmm. Et après, le gros enjeu, c'est de se dire, ok, à partir du moment où on s'est dit ça, est-ce qu'on a envie de faire une agence de com assez classique, donc vraiment artisanale, je vends du temps homme, je fais vraiment des choses de qualité, je suis assez cher du coup. Mais le problème de ça, c'est que les professionnels de l'immobilier n'ont pas forcément les budgets qui vont avec. C'est-à-dire que si j'ai envie de déléguer ma stratégie digitale de manière vraiment complète, poussée, en vendant du temps homme, je vais vite me retrouver à des budgets de plus de 1 000 € par mois. C'est pas possible aujourd'hui. Il y a très très peu d'agences qui ont la maturité pour dépenser ces budgets-là. À tort ou à raison, c'est une autre question, mais c'est un constat sur le marché. Absolument, oui. Et donc du coup, il y a finalement une réflexion à avoir en se disant, ok, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui tienne la route de manière packagée pour faire des économies, pour être opérationnellement efficient, et pour permettre d'avoir 80% du travail qui soit bien fait, mais à des prix qui soient vraiment accessibles. Et ça, c'était notre ambition, en se disant, on va en fait utiliser la technologie pour automatiser un certain nombre de choses, pour faciliter le travail de nos chefs de projet qui gèrent la communication de nos clients. Et ça va nous permettre finalement de proposer des rapports qualité-prix qui sont beaucoup plus intéressants qu'un acteur traditionnel. Donc c'est pour ça que chez Cocoonimo, généralement, on se définit pas tout à fait comme une agence de communication, on se définit comme un fournisseur de solutions de visibilité digitale. Okay. Et en fait, ça regroupe 2 réalités. Alors surtout aujourd'hui, ça regroupe une réalité historique qui sont nos offres packagées, clés en main, sur lesquelles on accompagne nos clients. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous délèguent la gestion de leurs réseaux sociaux, etc. On a des chefs de projet chez Cocoon qui gèrent ça. Du coup, ce qu'on voit à notre client, c'est une parfaite expertise parce qu'on fait que de l'immobilier. On pourrait y revenir, mais on travaille que dans l'immobilier. Donc, on a une très bonne expertise du secteur, une très bonne expertise marketing digital. Et en gros, ils peuvent faire confiance à des gens qui connaissent leur métier. Ça, c'est notre offre historique. Et la deuxième offre, celle qui va peut-être un peu plus dans le sens de la solution de visibilité digitale encore, c'est l'offre finalement où cette fameuse plateforme qu'on développe depuis le début, qui nous aide, qui automatise, qui centralise, désormais on la propose aussi en libre service à nos clients. C'est-à-dire qu'une agence qui veut gérer sa visibilité digitale elle-même, elle peut s'équiper de notre outil pour le faire plus facilement. Donc en gros, on a une plateforme qu'on lui configure, qu'on lui met à disposition, on la forme à son utilisation et après elle l'utilise en autonomie pour centraliser et automatiser pas mal de tâches de sa visibilité digitale. Voilà. Et alors du coup, on va un peu parler entre guillemets stratégie. Donc selon toi, aujourd'hui une agence immobilière traditionnelle qui souhaite se lancer dans le digital, améliorer son marketing digital, sa visibilité, etc. Pour toi, quelles sont les bases justement à acquérir pour pouvoir se lancer? Prendre un abonnement Cocoonimo. Tout simplement. Tout simplement. Non, plus sérieusement, ce qui est compliqué pour les professionnels de l'immobilier aujourd'hui, c'est que le marketing digital, ça englobe énormément de choses et c'est compliqué finalement d'appréhender tout ce que ça peut impliquer comme canaux, comme vecteur de visibilité, comme stratégie, comme création de contenu, etc. Donc je pense qu'il y a un certain nombre en effet de piliers à ne pas sous-estimer. Je pense que déjà il va y avoir tout ce qui a trait, alors on va peut-être commencer par là, même si c'est peut-être contestable que ce soit le premier à mettre en avant, mais c'est peut-être parce que c'est surtout ce qu'on fait, mais toute la partie réseaux sociaux, je pense qu'elle est indispensable aujourd'hui. Absolument. Donc avoir une page Facebook professionnelle, un compte Instagram, une page LinkedIn, je pense que déjà ça c'est un trio duquel il est difficile de se passer. Parce qu'aujourd'hui tu vois que les Français passent en moyenne plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, si tu n'es pas en capacité, quand ils sont sur ces canaux-là, de garder du lien avec eux, c'est compliqué. Et en plus, c'est compliqué parce que la plupart de tes concurrents aujourd'hui commencent à le faire. Donc ça veut dire que quand bien même toi, ils peuvent te connaître, si pendant 6 mois, pendant 6 mois, ils voient la pub ou ils voient les publications d'un autre acteur que toi, à un moment donné, peut-être que quand ils auront un projet, c'est pas à toi qu'ils penseront, mais c'est à l'autre acteur. Donc je pense que c'est vraiment important et ça, c'est vraiment un camp de base important. Après, il y a tous les enjeux référencement.
Et ça, je pense que ça passe par deux choses. Le site internet, bien sûr. Ça, nous, on n'y touche pas chez Coconimo. C'est pas quelque chose sur lequel on travaille pour plein de raisons. Il y a plein de gens qui font ça très bien. Mais ça passe aussi par le référencement local et donc par la gestion de la fiche Google My Business, ou Google Business Profile, son nouveau nom. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-utilisé aujourd'hui. Avoir une fiche Google My Business à jour, bien remplie, avec des avis clients, avec des Google Posts, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aussi on travaille chez Coconimo via notre accompagnement ou notre plateforme. Et puis une fois que ça c'est en place, je pense qu'on peut pouvoir aller chercher du bonus sur le digital. Ça va consister à regarder ce qu'on peut faire via du mailing, donc des newsletters, etc. Ce qu'on peut faire éventuellement via de la publicité, publicité réseaux sociaux ou publicité moteur de recherche. Ça, je pense que c'est du bonus, mais comme on dit toujours à nos clients, on ne croit pas chez Cocoon à une stratégie qui ne se reposerait que sur de l'ads. Je vais faire que du budget, mais j'ai pas de stratégie de contenu derrière. Pour nous, c'est vraiment, il faut que ça vienne par-dessus une stratégie contenu. La stratégie contenu forme vraiment la base et ton camp de base de visibilité, ton investissement long terme. Et dessus, pour accélérer, pour mettre un peu plus d'énergie dans la machine, tu peux rajouter du budget publicitaire. Mais le côté, je fais pas de contenu, je fais que de la pub, ça peut marcher. Il y a des acteurs pour qui ça marche très certainement, mais c'est pas notre philosophie. On pense que c'est pas la stratégie la plus efficiente. Ok. Je voulais avoir ton avis justement niveau réseaux sociaux. Facebook aujourd'hui, c'est un peu mort. Et du coup, à côté, est-ce que tu penses qu'Instagram, c'est le nouveau tremplin des agences immobilières ? Alors c'est une bonne question et c'est vrai que depuis 4 ans qu'on bosse sur ces sujets, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et je pense que, alors, déjà il faut relativiser quelque chose qui est que tu dois faire partie à peu près de la même génération que moi, Vanna. Pour nous, en effet, on a l'impression que Facebook, c'est quelque chose d'assez démodé, assez passé de mode. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que le client final d'une agence immobilière, il fait quand même plus rarement partie de notre génération que de celle de nos parents. Et donc du coup, aujourd'hui, quand tu es un client vendeur ou un client bailleur, si on reste sur ces deux segments-là, tu vas encore être actif sur Facebook en fait. Donc oui, il y a un côté peut-être un petit peu fin de la vague, mais finalement, par effet de cohorte, tu as encore une vraie partie de ton portefeuille client en tant que professionnel de l'immobilier qui est actif sur Facebook. Alors après, il faut pas non plus, il faut anticiper l'avenir, quoi. C'est-à-dire, il faut se dire en effet, peut-être que demain, la communication ne se fait plus sur Facebook, et c'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Et là-dessus, tu as raison, je pense qu'Instagram est un très bon relais et permet vraiment quelque chose de très complémentaire avec une classe d'âge qui est plus jeune, mais finalement un type de communication qui est assez proche. C'est-à-dire que communiquer sur Facebook et communiquer sur Instagram, on n'est pas perdu, quoi. Versus quelqu'un qui a l'habitude de communiquer sur Facebook qui d'un coup doit se mettre à TikTok, plus compliqué. Oui. Donc je pense que l'avantage d'Instagram, c'est que ça respecte encore un certain nombre de codes auxquels les générations qui sont nos clients sont quand même un petit peu habitués. Derrière, ça va peut-être être plus compliqué quand on va aller parler de réseaux sociaux qui sont plus novateurs, 100% vidéo, etc. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais Instagram a cette force qu'il est un peu au milieu du gué et que du coup, je pense qu'il a une vraie pertinence pour les 10 ans à venir. Après, il y a LinkedIn. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment un réseau social qui est sous-utilisé par la profession. Et à tort, vraiment, parce que je pense qu'il y a énormément d'opportunités business sur LinkedIn. D'accord. Déjà parce que tu vas parler de fait à des utilisateurs qui font partie de CSP un peu supérieurs à Facebook ou Instagram, de facto, parce qu'en fait, c'est des gens qui font attention à leur carrière, sont dans une démarche professionnelle assez forte, etc. Donc, tu as une corrélation qui se fait avec leur catégorie socio-professionnelle, donc avec leur intérêt en tant que client immobilier, finalement, propriétaire ou vendeur ou bailleur. Donc, pour ça, déjà, c'est important. Et je pense que c'est important aussi d'un point de vue marque employeur. Absolument. Les agences immobilières ont souvent des gros enjeux de recrutement, de fidélisation de leurs bons négociateurs, de leurs bons conseillers. Et dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, pour ta marque employeur, c'est important aussi d'avoir une belle présence LinkedIn, de pouvoir communiquer pour pouvoir attirer potentiellement les top négociateurs sur ton secteur en montrant que chez toi, ça cartonne, que tu es dynamique, que tu es moderne, que tu es digital. Parce que clairement, ça vient participer à l'image que tu peux faire passer sur ces canaux-là, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que ce côté marque employeur, il peut être parfois négligé, alors qu'on oublie que c'est comme ça que tu vas fonder une bonne équipe, que c'est comme ça que tu vas être beaucoup plus productif et que tu vas aller chercher des clients. Exactement. Et justement, ma question, c'était comment est-ce que vous, Coconimo, alors il y a des clients qui viennent à vous, mais comment est-ce que vous allez démarcher peut-être des agences qui pourraient devenir de potentiels clients? Je pense que là-dessus, on n'a pas réinventé la roue chez Cocoon, comme beaucoup de professionnels de fournisseurs de technologies pour l'immobilier aujourd'hui. On s'appuie encore beaucoup sur
sur la outbound, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire pas mal de prospection, pas mal d'inside sales. Donc on a des commerciaux dont c'est le métier aujourd'hui de contacter les agences pour prendre le besoin, comprendre le besoin et proposer des solutions. On essaie d'être dans une démarche assez consultative de manière générale avec nos clients. Donc pas du sales très bourrin, mais plutôt du sales un peu plus fin. On arrive avec un angle et puis on essaie de discuter avec le client, de créer une relation. Ça prend peut-être parfois un peu plus de temps, mais je pense que les taux de conversion sont meilleurs in fine. Donc forcément pas mal de prospection. Et puis après, on essaie aussi d'activer notre portefeuille pour avoir de la recommandation, de l'affiliation, etc. C'est pas toujours simple parce que forcément les agences immobilières sont un peu concurrentes les unes des autres, alors surtout quand elles sont sur les mêmes secteurs. Donc quand elles ont un prestataire qui leur plaît, elles n'ont pas forcément envie de le partager avec leurs confrères, mais on essaie d'activer ça. Et puis après on essaie de faire aussi pas mal de contenu. On a des articles de blog, on tient un jour nos réseaux sociaux, pour le coup on essaie de les alimenter de manière assez fréquente et en proposant du contenu actionnable, des conseils, beaucoup de choses éducatives ou didactiques pour les professionnels. Je ne sais pas quel est le vrai ROI de tout ça, c'est toujours compliqué, hein, et tu dois le savoir mieux que moi, mais le ROI de ta stratégie content, elle est toujours compliquée à déterminer. Mais c'est un peu comme ce qu'on vend à nos clients, c'est-à-dire que ça fait aussi partie d'un package de réassurance pour nos clients à nous. C'est-à-dire que c'est compliqué d'expliquer que tu es un professionnel de la com digitale si toi, ta com digitale, elle n'est pas maîtrisée, quoi. Et puis même aussi pour notre marque employeur à nous, finalement, quand on veut attirer des collaborateurs, je pense que ça joue aussi d'avoir finalement une image d'entreprise qui rayonne de manière positive via ces canaux-là. Donc voilà, pour tout ça, c'est des canaux qu'on essaie de bien travailler également. Et puis par des partenariats aussi, l'immobilier a cette particularité, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la prétention de connaître énormément de secteurs, mais en tout cas, ce constat qui est qu'il y a pas mal de groupements d'agences, de réseaux d'agences, etc. On essaie aussi d'en faire des prescripteurs de nos services, en les convainquant de nous référencer, de nous pousser, etc., en leur proposant des solutions intéressantes à eux également, pour qu'on puisse être recommandé auprès des clients finaux. Alors, je voulais te demander, du coup en tant qu'expert, pour toi, quelles sont les erreurs déjà les plus communes et surtout à éviter en tant qu'agence immobilière, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux digitaux? Alors la première erreur, je pense que ça va un peu de soi, mais c'est déjà de ne pas s'en occuper. C'est-à-dire de les mettre de côté en se disant que c'est pas important. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui et c'est un petit peu insulter l'avenir que de se dire que ça va continuer, le business va continuer à rentrer en ignorant ces canaux-là. Il y aura toujours des contre-exemples, c'est évident. Il y aura toujours des agences qui se débrouilleront très bien, qui auront un très bon business sans travailler ces canaux, c'est sûr. Et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura toujours des clients au téléphone qui nous diront non, moi je fais pas mes réseaux sociaux et vous inquiétez pas, mon business va très bien. Oui. Mais voilà, c'est un peu ça sera un peu une gaussienne et il y aura toujours une majorité des clients pour lesquels ça sera important et pour lesquels il faudra pas passer à côté parce que c'est un vecteur de visibilité, on va pas y revenir. Donc je pense que la première erreur, c'est de se dire que je peux ignorer ces canaux-là. Derrière, la deuxième erreur, c'est de se dire bon, vu que je connais pas vraiment les réseaux sociaux et vu que j'ai pas une excellente appétence finalement pour ces sujets-là, je vais faire confiance au premier prestataire venu qui va peut-être me faire des choses qui sont pas forcément très qualitatives et on l'a vu pas mal sur le secteur immobilier, qui vont plutôt parier sur la quantité que la qualité en faisant des choses très automatisées et très génériques. Et ça, on n'y croit pas vraiment non plus chez Coconimo, dans le sens où pour que tout ce qu'on se soit dit avant fonctionne, le côté je développe ma visibilité, je crée du lien, je garde du lien avec mes clients, je crée de la marque employeur, il faut forcément que la communication elle ressemble à l'agence. Il faut forcément qu'il y ait une vraie touche à un moment donné, que ce soit visuellement, que ce soit dans le contenu. Il faut que ce soit des choses qui soient pertinentes pour l'agence. Et donc, si c'est pour finalement alimenter ces canaux digitaux avec du contenu qui est générique et qui est le même que 1000 agences en France, nous, on voit un tout petit peu moins de pertinence à ce type de stratégie. Alors après, on peut l'entendre, que pour certaines agences, c'est un premier pas à l'étrier, c'est parce qu'on n'a pas forcément le budget d'aller plus loin, etc. Mais je pense qu'il ne faudrait pas faire l'erreur de se dire ça ne marche pas, tout simplement parce qu'en fait, on ne s'est pas donné les moyens de faire fonctionner tout ça. Absolument. Donc je pense que ça, c'est important. Donc je pense que c'est les deux principales erreurs que je verrais, c'est ces deux-là. Ok, ça marche. Et puis peut-être être impatient aussi et chercher du ROI trop vite. Ou peut-être ou alors se fixer les mauvais objectifs en fonction des moyens qu'on se donne. Je terminerai peut-être là-dessus sur les erreurs.
Parfois, on a des clients qui... alors, ça arrive forcément dans la vie d'un portefeuille, on a des résiliations. Et parfois, on a des résiliations en fait, où on se rend compte qu'il y avait une incompréhension. Alors, c'est notre faute aussi, bien sûr, en tant que prestataire, mais il y avait une incompréhension entre l'objectif, ou en tout cas l'indicateur de performance que le client avait en tête, et ce qu'on était en train de faire de manière concrète sur ses réseaux. Ok, et ça, je vois. Je pense que c'est important. Je te donne un exemple. Un client qui va résilier en disant, bah voilà, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, et je me rends compte que ma communauté Instagram n'a pas bougé. Alors oui, mais en même temps, on était sur une formule ensemble dans laquelle on avait activé une formule d'alimentation contenu et de la publicité sur Facebook. Donc en fait, forcément, votre communauté Instagram, on n'a rien fait de manière explicite pour qu'elle grossisse. Et c'est pas juste de faire des posts qui va faire grossir une communauté, ça se saurait. Donc quand on se fixe les mauvais indicateurs de performance, forcément, on va être déçu. Et donc je pense qu'il faut bien comprendre, soit en interne, soit avec son prestataire, quels vont être les indicateurs de succès de la collaboration pour pas être déçu in fine, quoi. Nous, on dit toujours à nos clients, typiquement en phase commerciale, si vous prenez un abonnement Cocooninmo et que votre but, ça va être de générer du mandat de manière explicite, bah en fait, ne travaillons pas ensemble parce que c'est pas ce qu'on fait. Oui, on est persuadé que ce qu'on fait, ça va participer à votre prise de mandat. Mais si vous nous jugez à la fin de l'année en disant combien Cocooninmo va ramener de mandat, mission impossible en fait, parce que absolument, aucun client ne va rentrer dans l'agence immobilière en disant j'adore votre compte Instagram, donnez-moi, enfin je vous donne mon mandat en exclusivité. Personne ne fait ça. Absolument. Mais par contre, on est persuadé que ça va participer à une prise de décision chez le client, même si ce sera pas forcément toujours explicité. Donc voilà, bien se fixer les bons objectifs en fonction des moyens qu'on se donne pour pas être déçu finalement et se dire bon bah le digital ça marche pas. Non, c'est un peu plus fin que ça, un peu plus compliqué que ça. Absolument. Et puis j'ai envie de dire, quand on passe devant une agence immobilière, selon la vitrine, les gens vont rentrer ou non, et ça va forcément jouer. Donc, Exactement. Mais alors, pour revenir un peu plus sur toi, donc ton rôle dans l'agence au quotidien, est-ce que tu peux nous en parler ? Yes. Alors, on ne s'est jamais donné de titre chez Cocooninmo entre Chine et moi. Il n'y a pas un CEO, un CPO, etc. Mais je pense que de facto, si on réfléchit à nos rôles et si on doit nous mettre dans une case, moi je serais plus proche du rôle de CEO et Chine serait plutôt proche d'un rôle de CPO/COO. Ok. Dans le sens où moi de mon côté, je m'occupe de tout ce qui va être, alors déjà en interne, tout ce qui va être développement commercial de l'entreprise. Ok. À la fois de manière très micro, c'est-à-dire pendant très longtemps c'est moi qui faisais la vente finalement, je pense que tu es obligé de passer par là quand tu es founder, donc pendant longtemps c'est moi qui démarchais, c'est moi qui faisais les démos, c'est moi qui vendais, maintenant c'est moi qui gère l'équipe de commerciaux. Je m'occupe également de toute la partie admin, RH, finance, etc. Et je vais m'occuper de tous les sujets externes, c'est-à-dire négociation de partenariat grand compte, communication externe, typiquement tu vois l'exercice auquel je me prête aujourd'hui, quand on a des sujets de levée de fonds, de financement, etc. Ça c'est moi qui m'en occupe. Et puis de son côté, Chine, elle est un peu plus, je dirais, dans l'ombre et dans les engrenages de pourquoi Cocoon marche bien aujourd'hui. Parce qu'elle s'occupe à la fois de la partie opération, donc toute notre offre historique qui consiste à gérer la communication de nos clients, elle s'appuie sur des chefs de projet qui gèrent un portefeuille d'agences. Et ces chefs de projet, c'est l'équipe de Chine. Qui s'assure que finalement la prestation soit bien rendue avec le niveau de qualité qu'on attend chez Cocoon. Et puis la partie également produit, donc la fameuse plateforme dont je te parlais, c'est Chine qui gère d'un point de vue produit le développement et donc les relations avec nos développeurs sur ces sujets-là. Ok. Et sinon, d'un point de vue peut-être plus personnel, est-ce que tu as des passions à côté de ton travail ? Quels sont tes hobbies ? Yes. Alors ça, c'est une question qui m'a toujours un peu embêté parce que tu sais, c'est une question qu'on te pose souvent en entretien, tu vois. Est-ce que tu as des passions ? Ça fait très entretien. Quelles sont tes passions, tu vois ? Et même en entretien, en école de commerce, etc., c'est souvent une question qu'on te pose. Et c'est une question à laquelle j'ai jamais vraiment réussi à répondre parce que... alors, je me caractérise en fait par le fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Ok. J'aime beaucoup de choses, mais, et je le regrette parfois, j'ai pas une passion, tu vois, un truc où je me dis... C'est ça que je fais, c'est ça qui me drive en dehors du taf. Je sais que, je sais pas, j'ai des amis qui sont passionnés de course à pied. Quand ils sortent du travail, ils pensent qu'il y a une chose, c'est aller courir, et puis ils s'inscrivent à des courses, et puis ça rythme leur année, etc. Je fais de la course à pied, je cours 1 fois par semaine, je fais des trails, je fais des courses, mais c'est pas une passion, quoi. C'est juste, c'est un hobby, j'aime bien ça m'amuse bien. J'ai fait du tennis pendant longtemps, mais j'étais pas passionné de tennis, c'était un hobby, j'aimais beaucoup ça. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je suis toujours super content quand je prends ma raquette.
Donc voilà, en fait, j'ai plein de choses comme ça que j'aime faire. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la lecture, le sport, du coup, soit la course à pied, salle de sport, cours, bootcamp, tout ça, j'en fais pas mal également. Mais j'ai rien que je peux élever au rang de passion. Je sais pas si c'est dommage ou pas, mais en tout cas, voilà, pour le moment, je passe plus d'entretien, donc j'ai plus trop à me dépatouiller avec cette question-là, mais voilà, des hobbies, mais pas de passion. Ok. Pour passer maintenant à la partie avenir, comment est-ce que tu vois l'avenir de la communication des agences immobilières, de la transformation digitale qui est totalement en train de se passer? Je pense qu'il y a vraiment une prise en maturité sur le marché aujourd'hui sur ces sujets-là, et c'est une bonne chose. On le disait tout à l'heure, il y aura toujours des réfractaires, il y aura toujours des agences qui ne voudront pas aller là-dessus, et moi je le dis toujours aux commerciaux, votre rôle c'est pas de transformer les non en oui, c'est de transformer les peut-être en oui. Les non, laissez-les de côté, ils viendront tout seuls, ou alors ils viendront pas et ils continueront à vivre avec leurs convictions, ou ils mourront peut-être avec leurs convictions. Ça c'est pas mon rôle de dire l'avenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a une vraie prise en maturité sur ce sujet. Il y a de plus en plus d'agences et de professionnels qui se rendent compte que c'est indispensable. Donc qui dit montée en maturité, je pense va dire aussi élévation du niveau moyen de qualité de la communication sur le secteur, parce qu'on est quand même beaucoup dans une logique de différenciation. Le but c'est quand même de se démarquer, c'est quand même de se dire ok, par rapport à l'agence d'à côté, comment est-ce que je fais pour me démarquer et pour que le client final me confie le mandat à moi plutôt qu'à mon confrère. Et donc, si tout le monde monte le niveau moyen de sa communication, bah forcément, je pense que c'est un peu un effet, un cercle vertueux où, à un moment donné, pour continuer à se différencier, il faut continuer à innover. Donc, en tout cas, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a aussi une tendance de fond qu'on observe, qui est la personnification de la communication dans l'immobilier. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été sur un modèle assez classique d'agence immobilière qui fonctionnait avec 4-5 personnes, un directeur, une directrice d'agence, des négociateurs, un ou une assistante, et qui communiquait en tant qu'une marque, en tant qu'agence de la gare, agence du village, etc. Et de plus en plus, en fait, je pense que, et ça c'est valable dans beaucoup de secteurs, les clients finaux, au-delà de travailler avec une marque, ils ont aussi envie de s'identifier à un professionnel qui va les accompagner. Et donc, plutôt que de travailler avec l'agence de la gare, ils vont avoir envie de travailler avec Thomas Sadoul de l'agence de la gare, conseiller immobilier agence de la gare. Et donc, finalement, il va y avoir un vrai enjeu à faire cohabiter à la fois une communication personnelle, professionnelle, mais d'un point de vue personnifié, en fait, et une communication de marque. Et je pense que c'est un enjeu pour les deux parties. C'est un enjeu pour le conseiller, pour le négociateur, et c'est un enjeu pour l'agence. Parce qu'il pourrait y avoir une erreur qui consisterait à se dire, bah, du coup, en tant qu'agence, en fait, je vais arrêter d'investir parce que c'est mes négociateurs qui doivent investir sur ces sujets-là. Donc, j'ai pas besoin de le faire. Et je pense que c'est une erreur parce que les négociateurs, on le sait, ça vient, ça va, ça vient. Et en fait, notre conviction, c'est qu'il va falloir faire cohabiter les deux. Il va falloir faire cohabiter une stratégie de marque et une stratégie personnifiée de communication pour les collaborateurs dans l'agence, qui vont pouvoir s'appuyer, en fait, sur la marque, mais tout en existant, eux, dans leur communication propre. Donc relayer du contenu de l'entreprise, mais compléter avec du contenu qui leur est propre, etc. Donc une tendance assez forte, et je pense qu'il suit ce qui s'est déjà fait dans pas mal de pays. Finalement, on parlait du Canada tout à l'heure, mais quand tu regardes le Canada, les États-Unis, etc., tu as vraiment ce côté, le conseiller immobilier, le broker, le courtier, qui accompagne ses clients. Alors c'est lié à plein de choses, c'est lié à un modèle qui intrinsèquement est différent, mais je pense qu'on va vers quelque chose qui se rapproche peut-être un peu plus de ça. Peut-être aussi avec l'émergence des réseaux de mandataires, etc. Ça fait qu'il y a une tendance de fond, je pense, qui va vers ça, sur le marché, et donc dans la communication sur le marché. Et du coup, ma dernière question, comment est-ce que tu vois Coconimo à l'avenir, et comment est-ce que toi-même te projettes-tu à l'avenir? Yes. Alors, je pense que l'ambition de Coconimo depuis 3-4 ans maintenant, c'est la même, elle n'a pas bougé. C'est vraiment de réussir à devenir un acteur de référence, voire si possible un acteur leader sur la communication digitale dans l'immobilier. Donc, l'idée, c'est de se dire que demain, n'importe quel professionnel de l'immobilier, quand il a un besoin en communication digitale, alors on ne pourra jamais répondre à tous les besoins, mais pour une bonne partie de ces besoins-là, on ait quelque chose à lui proposer. Soit parce qu'il veut déléguer ses sujets, parce que ça ne l'intéresse pas, et donc il peut faire confiance à nos offres clés en main, soit parce qu'il veut le gérer lui-même, mais du coup il faut qu'il s'équipe des meilleurs outils pour le faire, et donc il pourra utiliser notre plateforme. Et soit derrière peut-être, et c'est quelque chose auquel on réfléchit dans un coin de notre tête, même si c'est compliqué parce qu'il
y a beaucoup d'acteurs sur le secteur, etc. Donc, c'est pas sur la roadmap tout de suite, mais soit parce qu'il a besoin aussi de se former finalement à ces sujets-là. Okay. Il a besoin de comprendre, il a besoin de déterminer quelle va être la meilleure stratégie. S'il utilise un outil comme le nôtre, ok, mais comment est-ce qu'il peut l'inclure dans une stratégie plus globale? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui font ça très très bien sur le marché. Je pense pas qu'on fera ça aussi bien que de sitôt. Donc est-ce que ce sera des partenariats? Est-ce que ce sera une logique de synergie? Je sais pas, mais il y a potentiellement des choses intéressantes à faire là-dessus. Et puis le deuxième axe de développement important pour nous, c'est justement, on parlait de cette tendance à la communication personnifiée. C'est finalement de proposer des choses peut-être encore un peu plus pertinentes à des conseillers immobiliers, parce que notre cible historique, ça reste quand même l'agence de notre côté. Et peut-être que là aussi, de notre côté, on a des améliorations à faire dans nos offres pour proposer des choses encore plus pertinentes à des conseillers, pour vraiment pouvoir être l'acteur de référence de tous les professionnels, pas seulement les agences. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur mon rôle et comment je me vois dans tout ça, je pense qu'aujourd'hui, on a construit avec Chine une équipe qui est vraiment complémentaire et sur lesquels les rôles sont bien répartis. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je continue à me projeter sur les rôles qui sont les miens aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de délégation si possible. C'est-à-dire que ça va être vraiment l'enjeu pour nous sur les prochaines années, c'est de passer d'une entreprise qui reste encore pas mal drivée par les associés, à une entreprise qui peut vraiment s'appuyer sur un middle management qui est fort et qui est en mesure de tirer l'entreprise dans la bonne direction sans forcément qu'on intervienne, ou en tout cas avec une intervention plus faible de notre part. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment, faire monter des managers sur des postes qui vont nous permettre de nous reposer finalement sur eux, peut-être pour prendre un peu de hauteur et continuer à garder une vision stratégique, parce que c'est là le gros défi aussi, je pense, quand tu es entrepreneur, c'est de en permanence concilier ce côté un peu schizophrène de je dois réussir à avoir de la hauteur et à penser stratégie, puis en même temps je dois vraiment être les mains dans le cambouis en permanence, parce que même là, après 4 ans de boîte, il y a des trucs où parfois c'est moi qui réponds aux clients sur le support, parce que voilà, il faut le faire, il est 20h, il n'y a personne au bureau, ou j'en sais rien. Et voilà, c'est en permanence cette schizophrénie-là, et réussir justement à garder cette partie stratégique assez prégnante dans notre emploi du temps. Je pense que c'est important pour pas te perdre dans le quotidien et pour pas avancer un peu tête baissée et te faire potentiellement rattraper par le marché ou par tes concurrents, quoi. Absolument. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Merci de nous avoir partagé toute ton expérience, ton expertise sur la communication digitale immobilière. C'était Thomas Sadoul, cofondateur de Coconimo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, à prendre un abonnement si vous avez besoin d'une stratégie de communication. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci Thomas. Bonne continuation. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.